2010. En Tunisie, un jeune vendeur ambulant du nom de Mohamed Bouazizi s'immole par le feu. C'est tragique et malheureusement, c'est le genre d'événement qu'on aurait pu voir passer sans vraiment s'y arrêter. Une injustice de plus, dans un coin du monde peu couvert par les médias, mais cette fois, ça ne reste pas qu'un fait divers local. Il y a quelque chose qui change. Les vidéos tournées avec des téléphones commencent à tourner sur Facebook. Les tweets s'emballent, et en quelques jours, les rues se remplissent. Et en quelques semaines, un régime tombe. Le printemps arabe vient de commencer. Ce contenu est produit par l'agence Supernatif. Salut à tous et bienvenue dans Social Stories. Ici, je te raconte comment les réseaux sociaux changent le monde. Comment ils influencent notre société, parfois même jusqu'à faire trembler les gouvernements. Et aujourd'hui, on revient sur un moment historique, un tournant. Comment des tweets, des posts Facebook et des vidéos YouTube ont réussi à ébranler des dictatures dans tout le monde arabe. Tu l'as compris, ce qui était inédit en 2010, c'est pas juste la révolution, c'est comment elle s'est propagée. Pour la première fois, ce ne sont pas les médias traditionnels qui contrôlent l'info, c'est les gens, avec leur téléphone et leurs réseaux. Avant de parler des réseaux, il faut quand même que je te donne un peu plus de contexte si tu connais pas bien ce sujet. Donc c'est quoi le printemps arabe ? Je vais faire assez court parce que c'est un sujet dense. Si tu veux creuser un peu plus, je te recommande d'aller voir des contenus de spécialistes qui vont détailler tout ça bien mieux que moi. Donc le printemps arabe, c'est une vague de révolte populaire qui a secoué le Maghreb et le Moyen-Orient entre 2010 et 2012. Et ça a littéralement bouleversé l'ordre politique de la région. Tout commence en Tunisie, le 14 janvier 2011, où le président Ben Ali fuit le pays. Et ce succès va inspirer d'autres peuples, Égypte, Libye, Syrie, Yémen, mais aussi le Maroc, la Jordanie ou le Bahreïn. Partout, on retrouve des manifs, des révoltes et des revendications. Elles sont souvent les mêmes. Chômage, pauvreté, dictature, corruption et surtout une jeunesse qui réclame dignité, la liberté et la démocratie. Alors oui, dans beaucoup de cas, les espoirs se sont heurtés à la réalité. La démocratie n'est pas toujours venue, parfois c'était le chaos et parfois une autre forme d'autoritarisme est arrivée. Mais à ce moment-là, c'est différent de ce qu'on a pu voir avant. Et c'est un souffle immense de liberté qui traverse le monde arabe. On revient au 17 décembre 2010 à Sidi Bouzid, une petite ville de Tunisie. Mohamed Bouazizi, vendeur ambulant, subit l'humiliation de trop. Sa marchandise est confisquée, une gifle est donnée, et avec ça, sa dignité s'effondre. Alors il décide de s'immoler par le feu devant la préfecture. Un geste désespéré et un cri de désespoir. Comme je te l'ai dit en intro, normalement ce genre d'histoire, même si c'est terrifiant, ça peut rester local. Peut-être un article dans le journal, et puis les gens passent à autre chose. Mais cette fois, Facebook, Twitter et YouTube vont tout changer. Des vidéos de la scène circulent, des témoignages explosent en ligne, et très vite, des milliers de Tunisiens voient ces images, les partagent, s'indignent et descendent dans la rue. Ce qui aurait pu être un drame silencieux devient le début d'une révolution. L'étincelle a pris, et bientôt, tout le monde arabe va s'embraser. Quand les manifestations ont éclaté, d'abord en Tunisie, quelque chose de nouveau s'est produit. À ce moment-là, les rues ne se limitent plus aux pavés des villes, elles existent aussi en ligne. Les réseaux sociaux sont devenus une extension de la rue, un nouveau terrain de lutte où tout se joue en ligne. Facebook, par exemple, c'est devenu le QG numérique. Les militants organisaient les rassemblements, partageaient les lieux, les horaires et les directives. C'est plus une foule qui se déplace au hasard, c'est un mouvement coordonné. De son côté, Twitter se transformait en fil d'actualité parallèle. Pendant que les médias officiels restaient silencieux, les manifestants publiaient eux-mêmes des infos en direct, des témoignages, des appels à l'aide ou encore des hashtags qui structuraient la mobilisation. Et puis il y avait YouTube. Là où les chaînes nationales censuraient, les citoyens publiaient. On pouvait y retrouver des vidéos amateurs qui montraient les coups, les tirs, les violences. Et ces vidéos faisaient le tour du monde. Et si on parle plus précisément de ce qui s'est passé dans les pays, je peux te parler de l'Égypte par exemple, où tout a pris une ampleur inédite. Là-bas, c'est l'affaire Khaled Saïd qui est devenue son symbole. Ce jeune homme de 28 ans est arrêté dans un cybercafé à Alexandrie, puis battu à mort par 2 policiers. Officiellement, les autorités parlaient d'asphyxie, mais une photo prise à la morgue par sa famille contredit cette version. Elle montre son visage méconnaissable et tuméfié. L'image est insoutenable et elle circule très vite sur Facebook. C'est ce choc qui pousse un cadre de Google, Wael Ghonim, à créer une page qui va devenir virale, We Are All Khaled Saïd. En quelques mois, cette page devient un centre de mobilisation. C'est là qu'apparaît l'appel à manifester le 25 janvier 2011. Ce jour-là, la place Tahrir se remplit et la révolution commence. Si on se dirige vers la Syrie, les choses sont encore plus violentes. Le régime contrôle tous les médias traditionnels, c'est impossible de savoir ce qui se passe à la télévision. Des vidéos tournées avec des téléphones montrent des manifestants pacifiques abattus par les forces de l'ordre. On y voit des arrestations arbitraires, des rues jonchées de corps, et parmi ces images, il y en a une qui marque profondément, celle de Hamza al-Khatib, un adolescent de 13 ans. Il avait participé à une manifestation, il s'est fait arrêter, et un mois plus tard, son corps est rendu à sa famille.
Et je peux aussi te parler de la Libye. Là-bas, les rebelles très peu équipés, très dispersés, trouvent dans Twitter un outil précieux. Grâce à des hashtags comme #Libya ou #Feb17, ils échangent des infos, coordonnent des mouvements et partagent des témoignages. Mais c'est pas tout. Ces tweets, ces vidéos, ces messages finissent par alerter la communauté internationale. C'est en partie grâce à ces contenus diffusés en ligne que l'ONU et l'OTAN décident d'intervenir pour protéger la population à Benghazi. À ce moment-là, le pouvoir de ces réseaux n'est plus théorique, il influence les décisions militaires. Mais la contre-attaque n'est jamais très loin. Face à ce raz-de-marée numérique, les régimes autoritaires sont d'abord pris de court. Mais très vite, ils vont réagir. En Égypte, le régime de Moubarak tente une manœuvre radicale. En janvier 2011, alors que les manifestations s'intensifient et que la place Tahrir déborde de monde, les autorités décident de couper Internet dans tout le pays. Plus de Facebook, plus de Twitter, même les réseaux mobiles sont désactivés. L'objectif est clair, empêcher les manifestants de communiquer, de s'organiser et d'alerter à l'extérieur. Mais cette tentative de blackout se retourne contre le pouvoir. En réalité, elle attire encore plus l'attention des médias internationaux. L'Égypte devient le symbole d'un régime qui tremble face à ses propres citoyens. Et très vite, des solutions émergent. Google et Twitter lancent un outil, Speak to Tweet. Il permet aux Égyptiens de publier des tweets en appelant simplement un numéro de téléphone. Pendant ce temps, des militants réussissent à faire passer des infos via satellite ou grâce à des connexions clandestines. En Syrie, Bachar al-Assad choisit une stratégie différente. Lui, il coupe pas Internet, il s'en sert. Il lance une véritable guerre de l'information. Des fausses nouvelles sont diffusées en masse sur les réseaux pour brouiller les pistes et discréditer les manifestants. Les services secrets scrutent les moindres publications et beaucoup d'opposants sont arrêtés après avoir simplement posté un message ou partagé une image. Et c'est pas tout. Le régime utilise aussi des techniques de piratage, par exemple en envoyant des faux liens de connexion à Facebook, il récupère des identifiants des activistes et cartographient tout leur réseau. C'est une répression numérique, froide, méthodique et implacable. Et ailleurs dans le monde, d'autres gouvernements observent, ils prennent note. La Chine par exemple renforce son célèbre Grand Firewall, ce système qui contrôle tout ce qui entre et sort du web. Elle bloque encore plus de plateformes étrangères et filtre automatiquement les mots-clés liés aux révoltes. En Russie aussi, le pouvoir s'outille. Il y a maintenant de nouvelles lois qui permettent de censurer les médias indépendants et de surveiller plus efficacement les communications. Le message est clair, ce qui s'est passé dans le monde arabe ne doit surtout pas arriver chez eux. Mais les citoyens, eux aussi s'adaptent, et pas que ceux des pays concernés. Le collectif Anonymous entre en scène pendant le printemps arabe. Ces hackers vont mener une série d'attaques contre les sites gouvernementaux en Égypte, en Tunisie et en Syrie. L'idée c'est de bloquer les communications officielles, de rendre inaccessibles les sites des régimes et de perturber leurs machines de propagande. Et en parallèle, des solutions techniques émergent pour contourner la censure. Des VPN par exemple permettent aux internautes de masquer leur identité et de continuer à naviguer librement. Des réseaux comme Tor se développent et offrent un accès aux sites bloqués tout en garantissant l'anonymat. Speak to Tweet, encore lui, continue de fonctionner pour ceux qui n'ont plus accès à Internet. À ce moment-là, chaque outil, chaque ligne de code devient une arme pour résister à la répression. C'est plus seulement une révolution dans la rue, c'est une insurrection numérique. Alors, plus de 10 ans après, qu'est-ce qu'on en retient ? Le printemps arabe a prouvé une chose. Oui, les réseaux sociaux peuvent renverser l'ordre établi. Ils donnent du pouvoir aux citoyens. Aujourd'hui encore, une simple vidéo peut créer une prise de conscience mondiale. Un mot-clé, un post, un live peut mobiliser des milliers de personnes en quelques heures. Mais les États, eux aussi, ont appris. Ils surveillent, ils censurent, ils manipulent les algorithmes à leur avantage. Ce qui était un espace de liberté est devenu un terrain de contrôle. Et la bataille ne se joue plus seulement sur le contenu, mais aussi sur la confiance. Entre fake news, deepfake, bots et campagnes de désinformation, c'est devenu plus difficile que jamais de savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Et puis aujourd'hui, les plateformes ont aussi changé. Facebook et Twitter, ou X si tu préfères, sont plus au cœur de la contestation. Aujourd'hui, on a aussi TikTok, Telegram, WhatsApp qui prennent le relais par exemple. En tout cas, tu l'auras compris, le printemps arabe, c'est pas juste un moment d'histoire au Moyen-Orient. C'est un tournant global. C'est la première fois qu'on a vu les réseaux sociaux devenir un acteur central dans le combat politique. Avant, les luttes se menaient dans les rues ou à la radio. Après 2011, on joue aussi dans les fils Twitter, les pages Facebook et les vidéos YouTube. C'est là que se coordonnent les mouvements, que se racontent les injustices et que se déclenchent les prises de conscience. Le printemps arabe a prouvé une chose, les réseaux sociaux ne sont pas que des outils de divertissement, ce sont des armes politiques. Donc il faut vraiment qu'on retienne que ce mouvement a vraiment tout changé et il a redéfini ce que peut être une révolution à l'ère numérique. Merci de m'avoir écouté et je te dis à bientôt pour un prochain épisode.